Avant de commencer cette présentation, je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement Gwenola Sebo qui m'a offert cette belle opportunité de participer à ce colloque. Et je leur remercie. Plus près ? D'accord. Alors que l'actualité s'est faite brûlante autour de la dite crise des réfugiés, particulièrement depuis le printemps 2015, l'Union européenne, enregistrant un nombre record de 1,2 million de demandes d'asile cette même année, se voit tiraillée entre son désir d'accueil avec la volonté d'une mise en place d'une politique d'asile communautarisée et la montée en puissance des extrêmes droites et le rétablissement du contrôle aux frontières. Alors c'est au cœur de ce contexte européen que la France, elle, s'est engagée à accueillir sur 2 ans 30 700 demandeurs d'asile en provenance d'autres pays européens, notamment la Grèce et l'Italie. Alors à l'image de l'Union européenne, la France a vu son nombre de demandes d'asile augmenter, enregistrant une hausse de 23,6% par rapport à 2014. Ce phénomène, cette hausse, a été notamment le résultat du contexte européen, ainsi que de la démarche volontariste du gouvernement en faveur, entre guillemets, de l'asile à Calais et du démantèlement de campements à Paris. Alors, au cœur de ce contexte européen et national, qu'en est-il alors de l'accueil des individus en quête de protection à l'échelle d'une ville française moyenne ? Cette interrogation fut l'élément déclencheur d'une étude que j'ai menée en 2016 autour des acteurs participant à l'accueil des demandeurs d'asile à Angers, donc en Maine-et-Loire, et plus particulièrement des acteurs associatifs. Alors, tandis que les Pays de la Loire se trouvent être la 4e région métropolitaine en termes de flux de demandes d'asile, le département de Maine-et-Loire se classe 2e en termes d'enregistrement de ces demandes. Au niveau local, c'est la ville d'Angers qui semble être la plus attractive, en raison notamment de la richesse de son maillage associatif qui compte plus de 1645 associations uniquement sur sa commune et plus de 15 000 dans son arrondissement. Alors, une fois arrivés sur le territoire français et angevin, les demandeurs d'asile se trouvent confrontés à une grande variété d'acteurs qui gravitent autour d'eux. Alors, qui sont ces acteurs et quel est leur rôle ? Le maillage associatif, auquel s'ajoutent des initiatives citoyennes, constitue-t-il un ensemble homogène ? En quoi ces différents composants sont-ils similaires ou divergents ? Et quelles relations entretiennent-ils d'une part entre eux et d'autre part avec les pouvoirs publics ? Alors, afin de mener à bien cette étude, diverses méthodes d'enquête complémentaires ont été utilisées, allant de l'observation participante ou non participante au stage d'observation en passant par des interviews et des sondages. Alors, chacun des acteurs ayant trait aux demandeurs d'asile joue un rôle qui a toute son importance. En effet, le statut de réfugié étant considéré comme le sésame, entre guillemets, à obtenir pour les demandeurs d'asile, les institutions dont relève la compétence de l'asile semblent être celles dont ils espèrent le plus et dont la décision est la plus appréhendée. Ainsi, l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, statue en premier sur la demande d'asile. Et si celle-ci est rejetée, il est possible de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. L'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lui, se doit de proposer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil. Alors, on pourra revenir dans la partie suivante à la procédure d'asile en elle-même, à ses travers et aux différentes formes de protection. L'accueil des demandeurs d'asile étant une responsabilité
étatique, l'État charge la DDCS, la Direction départementale de la cohésion sociale, d'émettre des appels d'offres sur son territoire pour la gestion notamment de centres d'hébergement et d'accompagnement pour demandeurs d'asile. Les plus connus étant les CADA, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Alors ceux-ci étant souvent en situation de précarité et de vulnérabilité sur le sol français, la mairie et notamment le CCAS, son Centre communal d'action sociale, les soutient au titre de la lutte contre la précarité et l'exclusion, ainsi qu'à travers les allocations, les subventions qu'elle alloue aux associations caritatives. Les associations semblent jouer un rôle majeur dans l'accueil des demandeurs d'asile, tant au niveau national que local. Celles-ci peuvent notamment être divisées en deux catégories. D'une part, les associations opératrices mandatées par l'État pour la gestion des dispositifs d'accueil, et d'autre part, les associations caritatives et militantes qui apportent une aide à l'accès aux besoins primaires et aux droits, notamment lorsque ceux-ci sont jugés bafoués. Par ailleurs, on peut ajouter que certaines de ces associations se sont constituées au début des années 2000 en coordination migrants afin de veiller sur la dignité de l'accueil des demandeurs d'asile en Maine-et-Loire, d'interpeller les politiques et de sensibiliser le grand public. Enfin, peuvent être évoqués les collectifs de citoyens qui se sont créés dans un élan de solidarité envers les demandeurs d'asile à l'automne 2015. On peut citer le collectif de la lettre ouverte ou les collectifs qui préexistaient à cette dite crise des réfugiés. Et on peut nommer le collectif de soutien aux sans-papiers. Alors, étudier les associations, et notamment caritatives et militantes, c'est inévitablement étudier ses composants, ses membres sans qui la structure associative ne saurait exister et se développer, ces membres que l'on tente à appeler des bénévoles. Néanmoins, il n'existe pas de définition légale du terme de bénévole, ce qui le rend particulièrement large et souple. En effet, d'autres termes viennent s'ajouter à celui de bénévole, car une personne peut s'engager, participer, adhérer, militer, aider, soutenir, revendiquer, s'impliquer à différents degrés, etc. Alors, ces bénévoles d'associations militantes angevines ont alors été sondés et leur a été demandé de choisir parmi 7 termes celui qu'ils estiment les représenter le mieux. On remarque alors, par exemple, qu'au sein de la CIMAD à Angers, certains acceptent ce terme de bénévole, tandis que d'autres lui préfèrent le terme de partisan ou de militant. Tandis qu'au sein du REDA, le réseau d'entraide des demandeurs d'asile, chacun semble se définir d'une manière différente et qu'aucun n'a choisi ce terme de bénévole. C'est le terme de militant qui semble avoir le plus de succès au sein de la Ligue des droits de l'homme. Ainsi, ces réponses montrent avant tout que l'utilisation du terme de bénévole est loin d'être une évidence et de nombreux éléments subjectifs propres à chacun viennent déconstruire l'idée de bénévolat comme un ensemble homogène dont les individus auraient les mêmes raisons et les mêmes forces d'engagement ou les mêmes manières d'agir, et ce au sein d'une même structure associative. Alors selon Alexandre Fabry, les associations occupent une part importante dans la société contemporaine française et ont tendance à vouloir prendre part à la mise en œuvre des politiques publiques. Ceci est particulièrement visible dans le champ de l'accueil des demandeurs d'asile et cette influence que cherchent à exercer les associations et collectifs passe par un mode d'action et un degré de militantisme qui semble varier en fonction du type de relation que chacun entretient avec les pouvoirs publics. Je vais alors vous présenter 4 cas particuliers, celui de France Terre d'Asile et du Secours catholique en tant qu'association, celui de la coordination migrants en tant que regroupement d'associations et celui du collectif de soutien aux sans-papiers en tant que regroupement de citoyens.
Alors que France Terre d'Asile à Angers est un opérateur de l'État, en ce sens qu'elle est mandatée par celui-ci pour gérer des places CADA, l'association est financée par la DDCS pour des missions strictement définies qu'elle ne peut outrepasser. Dans ce cadre, l'association entretiendrait une relation de donneur d'ordre à prestataire de services et occuperait une position de subordonnée vis-à-vis des pouvoirs publics. Néanmoins, il semble que France Terre d'Asile, de par son étendue nationale et son expérience de terrain au plus près des demandeurs d'asile, se voit connue, reconnue et écoutée par les pouvoirs publics locaux dans les 36 villes et 10 régions où elle est présente. Elle occupe ainsi une parcelle de pouvoir sur son commanditaire et le poids qui lui est conféré lui permet ensuite, au niveau national, de se faire entendre, de revendiquer ou de dénoncer. La délégation du Secours catholique à Angers, association caritative et militante, entretient une toute autre forme de relation avec les pouvoirs publics. En effet, l'association, à l'inverse de France Terre d'Asile, mène la majeure partie de ses actions grâce à des fonds propres. Et lors d'un entretien, le délégué départemental du Secours catholique expliquait, je cite, « On refuse la posture de gestionnaire, on ne se positionne jamais sur les CADA, on n'est pas opérateur, c'est un choix assez fondamental. C'est vrai qu'on est prudent, c'est-à-dire que notre capacité à parler est liée à notre autonomie financière. » Il soulève alors ici la problématique relative à la dépendance financière des associations opératrices qui viendraient mettre à mal leur capacité à revendiquer et à militer et par là même leur essence, l'essence associative elle-même. Il ajoutait, je cite, « C'est un vrai dilemme, on est sur une ligne de fracture depuis 10 ans où l'État et les collectivités instaurent un rapport aux associations de donneurs d'ordre à prestataires de services. À partir du moment où l'État pense qu'il a affaire à un prestataire, l'entité associative, il s'en fout. » Bien qu'opposé à occuper une position de subordonné pour conserver sa liberté de parole, le Secours catholique ne rompt cependant pas tout lien avec les pouvoirs publics, mais connu et entendu et établit un dialogue avec ceux-ci, grâce notamment au partage de préoccupations communes, telles que la lutte contre la précarité, le soutien aux plus vulnérables, l'insertion ou la cohésion sociale. Alors cette différence de relation au pouvoir public entre associations opératrices et associations caritatives militantes paraît directement influer sur la relation entre ces deux types d'associations. Elles semblent nettement séparées par une divergence de point de vue quant à leur mode d'action et à la place qu'elles octroient au militantisme, ainsi que par la différence fondamentale dans leur composition interne, puisque les associations militantes sont composées majoritairement de bénévoles et les associations opératrices de professionnels salariés. Un militant de la CIMAD et du collectif de soutien aux sans-papiers expliquait sa trajectoire professionnelle et ce qu'il a pu constater au cours de son expérience en tant que travailleur social à France Terre d'Asile. Il disait, je cite, « Je me suis rendu compte, en discutant avec mes collègues, qu'en effet, il regarde le secteur militant avec méfiance et on lui reproche le manque de professionnalisme, le manque de savoir-faire qui pourrait être dangereux pour les personnes desservir leur cause. Je me suis rendu compte que c'était deux mondes vraiment éloignés. Les personnes militantes au sein des travailleurs sociaux, il n'y en a pas tant que ça. » Néanmoins, les propos d'une militante de la Ligue des droits de l'homme viennent modérer l'idée d'une séparation totale entre associations militantes et associations opératrices. Elle témoignait. Bon, c'est vrai qu'avec France Terre d'Asile, on a travaillé mieux que maintenant. Mais j'ai tout de suite pensé à France Horizon, avec qui au moins 2-3 fois par semaine, on a des contacts sur un dossier. Et moi, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir travailler en partenariat. On essaie de bien se coordonner. Et en plus, enfin moi, ça me semble essentiel, il y a toujours plus d'idées dans 3 têtes que dans une. Ainsi, alors que l'établissement d'une relation
officielle entre associations militantes et opératrices semble constituer une tâche difficile, une relation plus officieuse existe bel et bien entre ces deux types d'acteurs associatifs et se rend possible grâce à la collaboration entre bénévoles et travailleurs sociaux qui semblent outrepasser leurs désaccords dans l'intérêt du demandeur d'asile. La coordination migrants, composée de 14 associations caritatives et militantes, s'est donnée pour objectif d'interpeller les pouvoirs publics et de peser dans leurs décisions grâce à la prise de parole. Selon Albert Hirschman, philosophe et économiste américain, les associations semblent avoir deux solutions pour interpeller ou influencer les pouvoirs publics, la défection ou la prise de parole. Soit les associations quittent le jeu, rompent le partenariat pour marquer un désaccord, soit elles expriment leur mécontentement par la parole. La coordination migrants a alors non seulement fait le choix d'utiliser la parole comme moyen privilégié d'interpellation des pouvoirs publics locaux, mais également d'instaurer un dialogue avec ceux-ci. Une militante de la Ligue des droits de l'homme et représentante de l'association à la coordination migrants expliquait que, je cite, « La coordination migrants a aussi fait des manifestations quelquefois dans la rue. C'est arrivé, mais c'est vrai que ce n'est pas son mode d'action favori. Car je crois qu'on ne veut pas casser les choses. On essaie toujours de faire en sorte que le dialogue soit possible avec les autorités. » Donc ce dialogue d'entente ou d'opposition est possible notamment grâce au poids conféré à la coordination, forte de différents atouts. Il y a son réseau, car elle fait partie notamment de la coordination française pour le droit d'asile, ou de la FNARS, maintenant la Fédération des acteurs de la solidarité. Il y a aussi l'audience nationale de ces associations membres, telles que la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD ou encore Emmaüs. Sa capacité à interpeller les élus et le défenseur des droits, et encore à mobiliser plusieurs associations ou acteurs citoyens. Ainsi, comme le disait le délégué départemental du Secours catholique, je cite, « La coordination migrants, c'est le bras armé politique des associations militantes sur la défense des droits des étrangers. » Le collectif de soutien aux sans-papiers, partageant des valeurs et des objectifs communs à la coordination migrants, semble moins favoriser le dialogue que la défection. En effet, ce collectif semble rompre tout lien avec les pouvoirs publics, en raison notamment de l'absence d'un dialogue formel avec ceux-ci et de sa nature de collectif qui lui ôte toute dépendance financière. Il semble plutôt privilégier et user de moyens relatifs propres à la confrontation et souhaite se faire entendre et revendiquer par des actions fortes telles que des manifestations, des intentions de troubles à l'ordre public, l'ouverture de squats, etc. Il n'hésite pas à se rendre devant la justice et à faire du bruit pour faire passer un message, notamment au travers de l'écho médiatique que ces actions peuvent engendrer. Une militante du collectif s'exprimait notamment à propos de la problématique de l'hébergement des migrants ou demandeurs d'asile. Elle disait, je cite, « Les gens sont là, c'est une réalité, c'est dommage que l'État n'en prenne pas acte. Ils ne vont pas rester là sur le trottoir. Ou alors on les met devant la préfecture, sur l'herbe avec des tentes, ils sont là, c'est une réalité. C'est pour cette raison-là que les squats s'ouvrent, ce n'est pas forcément pour embêter le monde, c'est une réalité qu'ils sont à la rue. » Donc le collectif de soutien aux sans-papiers souhaiterait ainsi forcer, entre guillemets, les pouvoirs publics à avoir une réalité et des problématiques qu'ils souhaiteraient, selon le collectif, ignorer. Alors, en somme, le tissu associatif angevin œuvrant en faveur des demandeurs d'asile est composé d'éléments qui entretiennent des relations complexes et protéiformes. Il semble qu'un équilibre soit difficile à trouver pour les associations dans leur relation au pouvoir public. Car en effet, on pourrait se demander si la volonté du gouvernement, de l'État, de mettre la question de l'accueil des demandeurs d'asile sur le marché public n'est pas un moyen pour lui de contrôler et de restreindre l'action associative.
de sorte que l'association se verrait imposer un mode de fonctionnement plus propre à une petite entreprise. Néanmoins, certaines associations à étendue nationale peuvent faire le choix de répondre à des appels d'offres de marché public afin de justement obtenir la gestion de nombreux dispositifs d'accueil. Ainsi, c'est l'expérience de terrain qui devient la force de l'association et lui permet d'interpeller légitimement, entre guillemets, les pouvoirs publics. Par là même, bien que l'État privilégie les associations pour la gestion des dispositifs d'accueil, le fait d'émettre des appels d'offres fait que tout type de structure finalement peut y répondre. Ainsi, des entreprises dont le domaine de compétences est très éloigné de l'asile peuvent se voir devenir gestionnaires de plateformes de préaccueil, par exemple. La politique du plus offrant est-elle alors pertinente au vu de la multitude et de la complexité des tâches à effectuer tout en conservant l'humain comme cœur de métier ? Par ailleurs, bien que la diversité des associations et des collectifs fasse la richesse du tissu associatif angevin, peut être questionnée la coordination des actions de chacun. Des partenariats plus officiels et renforcés ne seraient-ils pas alors les bienvenus pour consolider ce maillage associatif et lui permettre de peser davantage dans les décisions des pouvoirs publics ? Enfin, l'idée selon laquelle les demandeurs d'asile espèrent le plus des institutions dont relève la compétence de l'asile, telles que l'OFPRA ou la CNDA, pourrait être nuancée. Car en effet, une fois arrivés sur le sol français, les femmes et les hommes en quête de protection ne se soucient-ils pas avant toute chose de bénéficier de conditions d'accueil dignes leur permettant de subvenir à leurs besoins élémentaires. Ces conditions d'accueil ne leur permettent-ils pas, dans un second temps seulement, de mener à bien leur demande d'asile dans de bonnes conditions ? Alors que la question de l'hébergement des demandeurs d'asile pose problème dans de nombreuses villes et régions, les demandeurs d'asile se tourneraient avant tout vers les associations caritatives et militantes dans l'espoir d'obtenir une aide à l'accès aux conditions matérielles d'accueil que l'État, normalement, se doit de leur proposer. Merci.